m'appelle Jérôme Pruneau et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne émission. Ici, c'est les seules photos que j'ai de moi au Vietnam. Juste avant notre départ en 1979, mes parents étaient venus à la capitale, Saigon, pour chercher un deal pour un bateau pour nous faire sortir. Et puis ça, c'était l'identification de tous les gens de toute notre famille pour le transfert à Singapour. You, ça veut dire amitié. Dong et Bac, c'est des points cardinaux. Alors moi, c'est You Bac, l'amitié du Nord, ou l'ami du Nord. Ici, c'est notre arrivée au Canada, notre deuxième semaine à Valleyfield, et c'est notre première maison qu'on a eue. Il y avait mes parents, il y avait mon grand frère, mon petit frère, et une de mes sœurs qui venait tout juste de naître l'année qu'on est arrivé. Oh non, 2 ans après. Mais il y avait aussi un oncle, 2 oncles, et une tante qui habitait avec nous, et puis il y avait un oncle qui jouait de la guitare. Et puis il y avait toujours dans sa chambre une guitare acoustique debout. Je passais souvent devant sa chambre et je regardais la guitare. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de toucher les cordes. À la maison, c'est sûr que j'entendais la musique de mes parents. Eux, ils écoutaient toujours de la musique. Ma mère, elle aimait beaucoup la musique traditionnelle vietnamienne. Mon père, plus la musique populaire. Quand j'ai commencé à jouer de la guitare à 13 ou 14 ans, je me rappelle plus exactement. J'étais déjà très passionné. Et puis, je pratiquais déjà des 4-5 heures par jour. Et mes amis sortaient le vendredi soir. Et moi, je restais à la maison pour pratiquer. Alors, ça a été quelque chose que je prenais au sérieux dès le début. Bon, moi, jusqu'à l'université, je jouais que la guitare. Et puis... dans ma tête, j'étais pour être un guitariste toute ma vie. Mais bon, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu des problèmes de dos, et puis ça m'a empêché de jouer la guitare. Mais je voulais absolument pas arrêter la musique, j'aimais tellement la musique. Et cette année-là, c'était la première fois que je retournais au Vietnam. Et puis pour la première fois, j'ai vu un joueur de Dan Bao live. Vraiment avoir un musicien devant moi jouer cet instrument-là, ça m'avait vraiment mystifié. Puis je m'étais dit, OK, je peux pas continuer à jouer la guitare, mais je vais en profiter pour apprendre un nouvel instrument à mon retour à Montréal. Puis je cherchais un professeur. Et puis je suis tombé sur Pham Duc Tan. Et puis je savais pas non plus qui il était au début. Et puis j'ai réalisé à quel point c'était une sommité, pas seulement dans le Dan Bao, mais dans la musique vietnamienne en général. Je suis venu à un point que je me suis dit, je pourrais jamais jouer la musique traditionnelle de façon aussi honnête ou de façon aussi authentique que quelqu'un qui a grandi au Vietnam, qui allume la radio et puis qui entend la musique traditionnelle à la radio. Ici, on allume la radio et puis on entend du heavy metal, du rock, du hip-hop, du blues, du jazz. Alors, c'était plus cette réalité-là qui, moi, m'intéressait d'exprimer ma réalité d'avoir grandi en Amérique du Nord. C'est pas facile, hein? C'est dans un monde matérialiste et nous
On essaye de toujours gagner d'argent pour dépenser, mais la musique, c'est un monde différent. Ça nous rend bien. Hein. Ça nous chercher vraiment très, très profond, la musique. Je pense qu'avec sa musique, il est en train de mix. Il fait un mixage de culture entre instruments musique de l'Orient et par rapport à l'Occident. Et il essaie de faire quelque chose de bien avec ça. J'étais un petit peu fatigué de toujours changer de chapeau à chaque fois que je changeais de projet, soit que je jouais avec mon maître, je faisais de la musique traditionnelle vietnamienne ou de la musique traditionnelle chinoise, ou avec Lucho, un truc très latino, et puis il y avait toujours le jazz que j'avais fait à l'époque. Je me disais, bon, j'aimerais bien faire un projet où tout ça se tient ensemble, au lieu d'être un pastiche ou un collage. Comment faire pour faire parler toutes ces cultures-là, que je me suis forcé en 2011 à quitter tous mes projets que j'avais à Montréal pour partir en voyage, et puis avec ce but-là d'essayer de penser à une signature compositionnelle avec laquelle je pourrais arriver et puis créer mon propre projet. J'ai toujours grandi dans cette dichotomie culturelle. À la maison, c'était toujours très asiatique, puis à l'extérieur, c'était 100% occidental, 100% québécois. Et puis moi, je pense que pendant plusieurs années, je mettais ça à l'écart, mais à un moment donné, bon, c'est revenu. Inconsciemment, je pense que c'était ce désir-là de réconciliation avec la culture de mes parents qui m'a poussé à reconnecter avec les instruments chinois et vietnamiens. Au studio, en tout cas, cette année, dans les dernières années, je fais surtout 3 trucs. En fait, je donne des cours de sérigraphie, des cours d'introduction au procédé. Donc, les gens viennent au studio, ils peuvent imprimer leur projet, ils découvrent c'est quoi le procédé. Ensuite, je fais mes propres créations. Au début, ça prenait plus de place dans mon entreprise parce que j'avais un peu plus de temps vu que je bâtissais mon entreprise. Donc, moi, je crée beaucoup des projets sur bois. J'imprime beaucoup sur bois parce que j'aime cette matière-là. Puis, je fais mes designs aussi. Puis, l'autre chose que je fais, puis là, ça prend de plus en plus de place, c'est que j'imprime pour les gens. Donc, il y a beaucoup d'illustrateurs de Montréal, par exemple, qui me contactent puis veulent que j'imprime leurs designs, leurs images. Des fois, c'est des artisans. Beaucoup d'artisans, c'est pas mal ma clientèle cible. Ma principale source d'inspiration, c'est beaucoup venu de ma vie avant la sérigraphie. Parce que moi, j'ai planté des arbres pendant 14 ans. Donc, j'étais beaucoup dans la forêt, dans l'Ouest, beaucoup la liberté, puis le travail intense là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'animaux dans mes images, dans mon imagerie. Et le fait d'imprimer sur le bois aussi, en tout cas, je trouve que c'est le fun parce que c'est un peu comme si je fermais la boucle. J'ai planté tellement d'arbres, puis là, j'imprime sur le bois. Le veinage du bois aussi, ça me parle beaucoup, ça m'inspire. En fait, la sérigraphie, c'est un procédé d'impression dit quand même un peu traditionnel. C'est très ancien comme procédé, mais à la base, c'est pas compliqué. C'est le principe du pochoir. Nous, le pochoir qu'on fait en sérigraphie, moi, je dis tout le temps aux gens ou à mes étudiants, on peut visualiser un moustiquaire de fenêtre. Donc, on voit, il y a des trous, il y a une grille. Donc, c'est la même chose dans la toile, mais avec des trous très petits, plus serrés. Et puis, dans la chambre noire, avec une émulsion qui est photosensible, on va boucher certains trous. Puis, il y en a d'autres qu'on va laisser ouverts. Puis là où c'est ouvert, dans le fond, ça permet à l'encre de passer à travers à ces endroits-là. Et c'est comme ça qu'on peut imprimer sur plein de matériaux différents qui sont à plat. Donc, du bois, du papier, du carton, des T-shirts, du textile, en fait. Il faut juste changer l'encre pour avoir la bonne adhésion. L'année dernière, vers l'automne, j'ai créé... c'est un petit jeu méli-mélo.
En fait, c'est imprimé sur du bois, évidemment. Fait que c'est des petits bonhommes. Ma première édition, ça a été des personnages de la nature. Donc, j'ai un petit bûcheron, j'ai un raton laveur, j'ai une petite campeuse aussi. Bon, il y a différents personnages que les gens peuvent acheter individuellement ou ils peuvent acheter des fois le jeu au complet. Puis le principe, c'est le principe du méli-mélo. Donc, on peut mélanger les têtes, mélanger les corps. On prend le corps du loup, mais on met la tête du bûcheron. Et puis là, bon, on va mettre, mettons, les pattes du loup au corps du bûcheron avec la tête. En tout cas, il y a plein de possibilités. Moi, quand j'étais jeune, c'était un jeu que j'aimais vraiment beaucoup parce que justement, je trouvais que c'était créatif. On est les deux de Valleyfield. Hein? On représente la clique Campus Valencienne de Montréal. C'est comme ça qu'on appelle les gens de Valleyfield, des Campus Valenciens. On était à la même école secondaire et puis on jouait dans le même club de badminton. Et puis depuis le temps, elle est toujours restée amie avec ma sœur aussi et mon frère. Alors c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans la famille. Ma cousine Cam Gard pour faire des ongles de guitariste, pour jouer la guitare en fait. Bon, les guitaristes, on a tendance à casser les ongles et puis il y a différentes méthodes, mais moi c'est la méthode que j'ai trouvée d'avoir les ongles les plus solides. Et puis souvent quand on part en tournée, on transporte beaucoup de matériel, c'est là que les ongles se cassent. Mais quand la tournée est terminée, absolument je les coupe parce que pour jouer du piano, ça va mieux, sinon on entend toujours ça, les bruits d'ongles quand on joue du piano. Mais là, on va repartir en tournée bientôt, alors j'ai mes ongles pour bien jouer la guitare. Quartier de Rosemont, la petite patrie ici. Je crois que c'est très familial, c'est résidentiel, c'est tranquille. Puis en même temps, on n'est pas trop loin du centre-ville. Souvent au Parc Maisonneuve parce que, bon, étant le plus grand espace vert à Montréal, et puis j'ai la chance aussi d'habiter à côté. Alors, c'est l'endroit que je viens pour me ressourcer, remplir mes poumons d'air frais après avoir passé plusieurs heures à composer ou à pratiquer dans mon studio. Alors, je viens ici faire mes étirements, des exercices, du yoga, et je fais un petit peu de lecture aussi. Sérieusement, la ville de Montréal, ça a certainement été un élément clé dans ma démarche artistique, dans le sens que toutes les rencontres musicales que j'ai faites, qui m'ont apporté à d'autres instruments, je les ai faites d'abord à Montréal. Alors je pense qu'il y a vraiment cet élément-là de diversité qui a joué en ma faveur. Bao, un instrument traditionnel du Vietnam. Et puis, qu'est-ce qui est le plus spécial de cet instrument-là, c'est qu'il a seulement une corde qui est tendue à un bâton fait en corne de buffle. Et puis, avec ce bâton-là, on modifie la tension de la corde. Soit on en met plus pour monter la note, ou on relâche la tension pour baisser la note.
Et puis avec la main droite, je vais chercher des harmoniques qu'on appelle, c'est des subdivisions de la corde. Alors avec la combinaison des deux mains, c'est là que je peux aller chercher différentes notes. Alors, et tous les ornements, les vibratos. Traditionnel puis moderne en même temps, parce que bon, ça vient... originalement, c'était que acoustique avec un volume très bas. Et c'est un instrument qui avait un volume tellement bas qu'on devait seulement le jouer dans une chambre fermée, une salle fermée et seule. Et maintenant, aujourd'hui, c'est un instrument amplifié. Alors seulement après la venue de l'amplification, c'est un instrument qui a pris l'avant-plan dans un groupe. Alors le erhu, c'est un instrument archet de la Chine. Er, ça veut dire deux. Parce qu'il y a deux cordes, on a l'impression qu'il y en a juste une. Mais le crin d'archet est coincé entre les deux cordes, en fait. La corde à l'intérieur et une autre corde à l'extérieur. Et puis ça vient Hu, l'autre partie du mot erhu, ça désigne les peuples au nord de la Chine ou la Mongolie aujourd'hui. C'est là que l'instrument est né. Et puis l'autre particularité, c'est que la table d'harmonie est faite en peau de serpent. Ici, c'est soit du boa ou du python. C'est ça qui donne la sonorité nasillarde. Et puis c'est une pièce importante de l'instrument. Alors voilà, la quena, c'est un instrument, une flûte de bambou que j'ai apprise avec Lucho Quequesana, puis tous les voyages que j'ai faits au Pérou. Et puis c'est un instrument de la culture inca. Alors tous les pays à travers lesquels passe la cordillère des Andes, l'Équateur, le Pérou, le Chili, la Bolivie, c'est tous des pays où on va retrouver cet instrument. Jeff Marlowe. Jeff Marlowe, c'est un gars qui a étudié dans tous les styles d'art possibles, qui a touché au théâtre, à la musique. Et en fait, quand j'ai fait mon parcours en théâtre, j'ai été à Lionel Groulx, dans une école de théâtre avancé. Et malheureusement, j'ai été coupé parce que j'ai été blessé. Et je cherchais, j'étais sûr que dans la vie, j'allais être un comédien. Mais quand j'ai eu cette coupure-là, puis bref, que j'ai été rejeté de l'école, j'ai découvert la photographie. Et à travers la photographie, j'ai découvert le light painting. Donc, j'ai pu toucher à tous les styles d'art à cause de la photographie. Mais c'est bon aussi d'avoir être photographe, mais avoir passé par cette expérience de théâtre-là, parce que tu peux diriger tous les gens là, qui sont devant la caméra. Une photo d'un photographe, c'est le miroir de ce qu'il est. Donc, de ce qu'il a vécu, c'est quoi son background. T'sais, moi, c'est très coloré, c'est très graphique, c'est très un peu théâtral dans mes œuvres. Même si c'est pas des mises en scène, un peu juste la touch, les gens me disent « c'est très cinématographique ce que tu fais ». En fait, le light painting, c'est une longue exposition dans la noirceur. Et en fait, c'est Picasso qui a découvert le light painting par erreur avec une allumette. Qui a fait des tests. C'était le premier light painter dans le monde. Et moi, en fait, comment je l'ai découvert, c'est au collège, j'avais juste oublié ma caméra ouverte dans la noirceur pendant que je préparais mon studio. Et j'ai bougé un flood, qu'on appelle, et ça a donné une trace. Puis j'ai fait, attends une minute. J'ai fait, OK, je peux créer un monde imaginaire sur un capteur de photos et je peux contrôler tout ce que je veux contrôler. Donc, c'est ça qui a fait le déclic et qui m'a fait tomber en amour avec le light painting.
Yubac, il est conscient que chacun est le spécialiste premièrement de son instrument, mais en étant le spécialiste de son instrument, on est également spécialiste de toute de la culture qu'il a fallu développer pour apprendre cet instrument-là. Il y a toujours cette sorte de coopération, chacun a ses forces. Le quintet évolue comme ça. Évolue également beaucoup, bon c'est ça, la liberté de chacun de contribuer à sa façon. Souvent, Yubac nous demande là, de prendre des risques, d'être fou, si on peut dire. Et puis, prendre des risques, entre autres, en concert, parce que c'est en concert avec toutes les différentes représentations qu'on a faites que les pièces ont beaucoup évolué, que le groupe aussi a évolué. Toutes mes rencontres avec les différentes cultures et les instruments, c'était une suite d'accidents. Et puis, ces accidents-là aussi, je pense que ça vient quand on reste ouvert à ce qui arrive. Et puis bon, j'aime faire le parallèle, la comparaison avec mon départ du bateau en Vietnam, mon départ en bateau du Vietnam, dans le sens que bon, quand nous on a pris le bateau, on savait pas où on allait, on faisait juste confiance à la vie et puis on laissait les eaux nous amener où elles voulaient bien. Et puis j'ai comme l'impression que j'ai jamais quitté ce bateau-là et puis j'ai toujours gardé cette attitude-là de un peu me laisser emporter par ce qui va arriver et puis pas trop prévoir. Et puis je pense qu'on accepte le fait que la vie arrive jamais comme on le prévoit de toute façon, c'est là que je pense que les rencontres se font et puis que les choses avancent et puis que on arrive toujours à bon port finalement.